Bienvenue à cette nouvelle interview CIO, une série d'entretiens avec des responsables IT en Suisse romande pour parler de transformation numérique dans leur métier particulier. C'est une initiative d'ICT Journal et qui a lieu avec le soutien de Finova et d'AlpICT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Grégory Gaillard, Head of IT chez Lalive. Lalive, un grand cabinet d'avocats. Bienvenue Grégory. Merci, bonjour. Alors, Lalive, tout le monde ne connaît pas Lalive, donc c'est un grand cabinet d'avocats qui est basé à Genève, mais pas que. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Lalive? C'est ça, donc la LIV, c'est un cabinet d'avocats international. Donc on a nos bureaux à Genève, où il y a le bureau principal de siège, et on a un bureau aussi à Zurich et à Londres. D'accord. On travaille principalement sur le litige et l'arbitrage. Ce sont un peu les grands domaines dans le monde des avocats. C'est-à-dire litige arbitrage? Donc le litige, c'est un petit peu tout ce qu'on connaît. Ça va être les crimes, les divorces, les contrats et les choses comme ça. Et l'arbitrage, c'est plus les tribunaux privés, c'est-à-dire que les parties se mettent d'accord, généralement en signature de contrat, en cas de litige, d'utiliser plutôt un tribunal arbitral afin de régler le litige de manière plus rapide et dans un cadre bien défini. En revanche, l'arbitrage a le même poids finalement que si c'était un tribunal public qui avait rendu une décision. Donc la décision est en force de toute façon et reconnue par les tribunaux publics. Ça fait longtemps que vous êtes chez Lalive, que vous vous occupez de l'IT, et ça ressemble à quoi l'IT chez Lalive? Alors mon rôle dans l'organisation, ça fait à peu près 20 ans que j'y suis. Je crois que je rentre dans la 21e année. J'étais d'abord consultant externe quand Lalive était plus petit, c'était un plus petit cabinet. Et ils ont grandi et avec l'expansion, il y a eu un besoin d'avoir un IT sur site et une gestion un petit peu différente de l'IT. Et donc j'y suis depuis 2017 maintenant en tant que Head of IT. Et l'équipe, c'est une petite équipe, on est 6 personnes. On a une volonté de faire de l'insourcing, on gère beaucoup de choses en interne. Il y a plein de raisons à ça. Il y a une raison de qualité, il y a une raison de confidentialité, de sécurité des données. Voilà, on en reparlera je pense après, mais il y a un aspect notamment avec les avocats qui sont soumis au secret professionnel, où la confidentialité et la sécurité des données est très importante. Et donc voilà, on gère tout ça en interne et je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Le métier d'avocat en lui-même, tel qu'on se le représente, donc c'est beaucoup de consultation de documents, de rédaction. Donc ça ressemble à quoi, en gros, les systèmes informatiques et les solutions utilisées dans un cabinet d'avocats? Donc beaucoup de bureautique, 100% d'informatique, donc c'est clair que l'outil informatique, c'est l'outil quasi unique de l'avocat, en dehors des livres sur lesquels il s'appuie, etc. Mais c'est vrai que tout se passe avec un ordinateur, donc il faut qu'on ait une fiabilité des équipements, des installations, que ce soit du matériel et des systèmes, qui soient vraiment à toute épreuve, parce que s'il y a un arrêt de production, j'ose dire, ça impacte l'ensemble des collaborateurs instantanément, et donc c'est difficile. Donc oui, c'est beaucoup de bureautique, c'est tout ce qui est suite Office standard, beaucoup de collaboration. On utilise des technologies collaboratives, notamment dans la rédaction depuis de nombreuses années. Avant l'avènement du cloud, avant l'avènement des systèmes online, on avait déjà des solutions on-prem qui nous permettaient de faire de la collaboration. Et après, il y a des logiciels qui sont un peu plus spécialisés, qui vont servir par exemple, pour traiter les dossiers. Donc il y a des aides assez particulières qui sont faites, spécialisées pour les avocats. Il y a un système de CRM, il y a un système aussi de ce qu'on appelle un practice management software, qui est le logiciel avec lequel les avocats vont pouvoir timesheeter et faire la gestion de la facturation. J'imagine que c'est un aspect important, cet aspect. Tous ces aspects sont importants, et l'outil en lui-même, complet dans sa globalité, est important. Il n'y a pas un outil qui est moins important que l'autre, il n'y a pas de superflu. Donc c'est vraiment, voilà, on essaie d'être très efficace et de faire en sorte que le système soit et sécurisé et fiable. C'est quoi, dans ce métier-là, les moteurs de numérisation? Est-ce que c'est la technologie qui avance, qui offre de nouvelles options? Est-ce que c'est les besoins qui évoluent chez les avocats? Est-ce que c'est, je ne sais pas, la législation? Comment ça se passe? C'est tout ça en fait, hein. Je crois que tu as bien résumé. C'est d'une part la technologie, parce qu'on veut toujours être le plus efficace possible, toujours pouvoir rendre finalement aux clients finaux, hein, les meilleures prestations, leur fournir les meilleures prestations possibles avec le meilleur rapport coût-prestation, j'ai envie de dire.
donc être le plus efficace possible. On reparlera certainement d'IA un peu plus tard. Il y a la fiabilité des données, il y a aussi la législation qui change quand il y a des accords ou des demandes. C'est un domaine qui est très régulé. Le métier d'avocat, c'est régulé par les autorités, que ce soit en Angleterre ou en Suisse. Et donc voilà, on est confronté à toutes ces situations et à faire en sorte de rentrer dans les clous et de rester à la pointe. Par exemple, un projet tel que Justicia 4.0, ça vous impacte? Exactement, c'est quelque chose où on est très concerné. Comment on va donc peut-être juste rappeler ce qu'est Justicia 4.0. Ça va être donc un système de communication avec les différents entités juridiques, les différentes entités juridiques, donc comme les tribunaux. En gros, ça va remplacer le fax et sécuriser les recommandés. Voilà. Donc ça va être un système d'échange entre les cabinets d'avocats et, dans un premier temps en tout cas, les entités légales, et faire en sorte de s'assurer de la sécurité des échanges. Et effectivement, il va falloir on s'adapte, nous, en tant que cabinet d'avocats, on s'adapte pour faire en sorte d'intégrer cette technologie dans nos systèmes d'information. Là, par exemple, typiquement sur Justicia 4.0, il s'agira d'intégrer Justicia 4.0 dans notre GED pour pouvoir distribuer de manière la plus simple possible pour nos avocats les documents aux tribunaux compétents, par exemple. Je comprends. Vous avez évoqué un métier où il y a le secret professionnel, c'est un métier avec des informations très confidentielles. Dans quelle mesure est-ce que ça a des implications sur la possibilité d'aller dans le cloud, sur les mesures qu'on doit mettre en œuvre? Alors, chez Lalive, on a fait le choix il y a assez longtemps, finalement, d'utiliser le cloud de manière assez transparente avec nos clients, de toute façon. Où on les prévient, etc. On a des lettres d'engagement et dans nos conditions d'utilisation. Après, il y a quand même des fois où, pour certains mandats, il y a un besoin de confidentialité, et donc on a une infrastructure on-prem qui nous permet de garantir cette confidentialité-là. Dans certains cas, on ne veut pas que les données se retrouvent du tout à l'extérieur de nos systèmes. Et si c'est le cas, à ce moment-là, on a mis une infrastructure en place, on a conservé plutôt une infrastructure on-prem en place, qu'on maintient aussi à jour de manière dédiée. Je dois dire que maintenant, le cloud, c'est quand même quelque chose qui est assez répandu, qui est aussi très sécurisé. On fait confiance dans nos systèmes d'information cloud. On n'a aucun souci avec ça. Il y a de l'encryption, il y a toutes les sécurités possibles. Même notre messagerie, finalement, on l'encrypte aussi. On signe tous nos emails. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire pour garantir et améliorer la sécurité. Et on fait en sorte de rester, ça faisait aussi partie de la question précédente, un des objectifs aussi, c'est de toujours être en haut en termes de sécurité, et toujours de vérifier ce qui se fait, de vérifier les possibilités qu'on a d'améliorer nos systèmes. On a évoqué la technologie d'intelligence artificielle, dont on parle beaucoup ces temps. Justement, le métier d'avocat, de nouveau, encore, vous avez parlé de l'importance de la bureautique, de la collaboration, etc. Il y a beaucoup aujourd'hui d'outils qui sortent. Qu'est-ce que vous déployez aujourd'hui, ou à quelle technologie vous vous intéressez? Donc, mon rôle, c'est un petit peu de faire le lien entre l'IT, finalement, et le métier. En tant que Head of IT, je suis ingénieur système, mais pas que. Je dois aussi avoir cette vision un petit peu business du métier. Et donc, ce qu'on essaie d'apporter, on voit bien, l'IA, c'est une révolution. L'IA générative, depuis qu'elle est sortie, ça a été quand même ça a bien secoué le monde de l'informatique. On a mis en place un comité qui décide finalement de quelle technologie, vers quelle technologie on souhaite aller. Et on a mis en place des tests. Donc on a commencé des pilotes avec différents logiciels. On a commencé aussi à regarder différentes solutions qui nous intéressent. En pilote, on a commencé un pilote avec Copilot de Microsoft. Voilà, pour pouvoir voir quels sont les cas d'usage, comment on peut l'appliquer dans notre quotidien. Donc on a mis en place une petite équipe de 14 personnes. On a un petit peu réparti avec des gens qui étaient un petit peu tech-savvy, j'ai envie de dire, chez nous, des avocats. Et on a commencé les tests. Alors c'est intéressant parce que maintenant, on a commencé ça il y a 3-4 semaines, le pilote. Donc j'ai un petit peu les premiers retours parce qu'on fait des réunions hebdomadaires. C'est quels usages typiquement que vous explorez dans ce pilote? Donc déjà au début, on a fait une intégration complète dans les outils Office, donc de la solution Copilot, avec une connexion dans nos systèmes d'information internes, comme notre GED interne, qui va nous permettre d'aller rechercher des documents à l'interne, etc., des policies, des choses comme ça.
Et puis ensuite, il y a toute la partie usage, recherche dans les documents, synthétisation de rapports et de choses comme ça. Donc c'est toute l'intégration dans Word qui nous intéresse notamment pour les avocats. La partie aussi rédactionnelle, hein, corriger, vérifier. Et les tests sont d'un côté concluants, mais d'un côté aussi un petit peu décevants, dans le sens où on a eu beaucoup de comparaisons déjà avec GPT, sachant que Copilot est basé sur GPT derrière, donc on a recherché un petit peu pourquoi il y avait une telle différence, on va dire, de qualité sur le rendu final. Et on pense que principalement, c'est parce que Copilot garantit la sécurité des données en gardant les données à l'intérieur du tenant et n'envoie pas l'ensemble des documents vers l'extérieur pour nourrir les LLM, mais ça donne aussi une moindre qualité du coup sur le rendu. Et il y a aussi une question avec le sourcing des documents, où on a un petit peu l'impression que c'est plus compliqué que ça en a l'air. C'est-à-dire que quand on a la source, finalement, du document, on est un petit peu moins satisfait du rendu. Je crois que vous avez écrit un article à ce propos il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, et on tombe aussi un petit peu sur on converge un petit peu aussi sur ces... D'accord, donc l'outil est plus rigoureux, on va dire, que ChatGPT, mais peut-être moins satisfaisant pour les... Donc ça, c'est les premières expérimentations. Aujourd'hui, ces expérimentations, le but, c'est vous faites ces expériences, mais vous visez quand même un déploiement... Alors ça va dépendre un petit peu du résultat. Il y a aussi des limitations. Aussi, sur le papier, l'IA est partout, mais la réalité des choses, c'est que c'est plus difficile qu'il n'y paraît des fois de l'implémenter. Je donne un exemple, par exemple sur une infrastructure de messagerie. Pour l'instant, nous, on ne peut pas avoir d'IA parce qu'on n'a pas une infrastructure cloud. Donc du coup, on est limité et on ne peut pas avoir d'IA. Donc ça limite pas mal les utilisateurs. Il y a une frustration aussi des utilisateurs, notamment sur Copilot, là-dessus. Donc à voir, on ne se ferme pas de porte, on regarde. On lit aussi, hein, il y a des études, il y a des grands cabinets bien plus grands que nous, hein, qui ont pris 6000 licences Copilot d'un coup. Eux, ils ont estimé que si ça faisait gagner une demi-heure par semaine à leurs avocats, c'était rentable. Oui. À voir. Voilà, moi, je ne me limite pas. On va essayer de faire un rapport circonstancié et la direction prendra la décision en fonction du bénéfice, du retour sur investissement, évidemment de la sécurité. Mais bon, ça, on a déjà traité cette partie-là en amont avant la phase de test. Très bien. Là, vous évoquez Copilot de Microsoft. Après, une des façons où l'IA générative arrive dans les entreprises, c'est aussi via des fonctionnalités embarquées dans les logiciels courants, hein, dans les ERP, dans les CRM, etc. Est-ce que vous avez des logiciels aujourd'hui qui arrivent avec de nouvelles fonctionnalités? C'est ça, notre GED arrive au début d'année prochaine avec une intégration. C'est une GED spécialisée? C'est une GED spécialisée qui s'appelle iManage. Ils arrivent avec une intégration directement de Copilot dans la GED, où on pourra, dans des mandats bien spécifiques, aller par exemple faire du tagging de documents automatisé. Ça peut être assez intéressant, du tagging de documents spécifiques pour des documents légaux. Par exemple, ça va identifier que c'est un contrat de travail. Je vous dis une bêtise, on va pouvoir identifier typiquement, ok, ça c'est un contrat de travail, donc on va le taguer. L'IA va le taguer en tant que tel. Ça fait partie du domaine bancaire, contrat de travail dans le domaine bancaire, elle va le taguer en tant que tel. Et voilà, ça va arriver à permettre de nous constituer une base de connaissances, une base de documents pré-tagués par l'IA, beaucoup plus pertinente que ce qu'on a maintenant. Actuellement, aujourd'hui, vous taguez manuellement? On peut taguer manuellement, mais on doit compter sur ce que les gens le fassent, et ce n'est pas tout le temps le cas, malheureusement. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas, il y en a qui ne le font pas bien. Voilà, les erreurs arrivent. On compte sur l'IA et sur notamment cette GED pour nous aider à faire ça et pour avoir des résultats finalement sur nos recherches encore plus pertinentes. Voilà, c'est l'objectif. Hein, l'objectif, c'est de pouvoir dire, sors-moi tous les contrats de travail dans le domaine bancaire de plus de 150K annuels ou des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le fait de pouvoir vraiment cibler des questions, des recherches et avoir de ce fait une base de connaissances bien plus précise. Quand on passe par une fonctionnalité GenAI embarquée dans un logiciel, est-ce que une des problématiques, alors je ne sais pas dans le cas typiquement, ça m'intéresse de savoir avec cette GED, c'est quelle transparence il y a du côté de l'éditeur par rapport à cette IA qui n'est souvent pas la leur, mais à laquelle il recourt. Comment ça se passe? Alors, il faut savoir que les logiciels qu'on utilise sont
vraiment axé métier d'avocat, et donc, par essence, les éditeurs savent que le secret professionnel entre en compte tout le temps. Donc, on a une grande transparence en fait sur comment fonctionnent les systèmes et comment les éditeurs finalement intègrent de l'IA. Dans le cadre d'iManage, avec Copilot, ils ont un partenariat, les systèmes sont basés sur Azure, on sait où sont les données, on sait comment ça fonctionne. Et le cadre avec un autre logiciel qui s'appelle Exhibit Manager, qui nous permet de traiter toutes les pièces d'un mandat. Donc on rassemble en fait tous les éléments et à la fin on fait une rédaction et on peut citer ces éléments, on peut les trier, les taguer, etc. Ce système-là va nous permettre, via une API, de se connecter finalement au LLM de notre choix, j'ai envie de dire. Donc, on rend la main finalement sur la décision que l'on prend en fonction du LLM que l'on veut utiliser. Mais dans tous les cas, il y a une étude qui est faite et on s'assure que les données sont traitées de manière confidentielle. D'accord. C'est un impératif. Votre sensibilité, parce qu'une partie, c'est effectivement la confidentialité des données, on a bien compris, dans votre métier, c'est très important. Après, sur la question de la fiabilité des informations produites. Relire, valider. C'est clair que même sur des documents fermés, alors c'est beaucoup mieux en termes de qualité sur des documents fermés, il y a moins cet effet hallucination qu'on peut trouver des fois sur le web. Dans tous les cas, l'avocat, il reste responsable de relire. C'est un outil qui va l'aider, qui va lui donner une efficience dans son travail, qui va le délester peut-être des tâches un petit peu rébarbatives, mais ça n'empêche que son expertise reste et restera de toute façon. Il faut relire, il faut s'assurer de la qualité des données, de la qualité des sources, des citations, etc. On a eu des cas déjà aux États-Unis au tout début de l'IA générative avec des procès, des choses. Oui. Où des plaidoiries avaient été rédigées. Voilà. Et ça s'est vu après, c'était catastrophique, avec des fausses citations. Enfin bref, il y a eu pas mal de problèmes. Donc le mot-clé, nous, en tout cas dans les formations qu'on a délivrées, notamment à l'équipe pilote pour Copilot, c'est ne vous fiez pas aux résultats. C'est un outil, ça va vous aider. Mais voilà, vous devez tout vérifier. Et c'est votre rôle Vous avez le dernier mot, quoi. Comment ça se passe? Vous avez dit qu'il y avait une sorte de comité constitué pour décider de ce que vous faites en matière d'intelligence artificielle. Comment ça se passe pour s'assurer, je dirais, que non seulement dans la stratégie, mais après dans les usages, qu'il y ait une sorte de doctrine commune dans la façon dont on utilise, ou que les astuces se partagent? Comment ça se passe? Alors, dans le cadre de Copilot, on a créé un Teams et on essaie d'échanger dessus autour dès qu'on a des questions, dès qu'on a des questions sur la confidentialité ou des questions sur l'utilité ou l'usage. J'ai une question notamment qui me vient en tête où il y a une personne qui demandait est-ce que vous avez pu faire une vue dans le temps, une chronologie, pardon, sur un mandat et comment vous y avez procédé. Et je pense qu'on fera pareil. Je pense que ce qui est important, c'est de garder la communication entre les équipes. Nous, à l'IT, on fait de la formation de toute façon quand les gens arrivent chez nous. On sait qu'ils ne peuvent pas tout voir, donc on donne des outils de formation, on donne des recommandations, des policies, et après, on a un service informatique justement in-house qui est là pour accompagner les utilisateurs. Donc ce n'est pas que les problèmes techniques, c'est aussi l'accompagnement sur l'utilisation des logiciels au quotidien, parce qu'on sait qu'on utilise des outils qui ne sont pas forcément utilisés dans un autre cabinet d'avocats. Donc quand quelqu'un arrive chez nous, il faut qu'il puisse maîtriser l'ensemble des outils. Et là, mon équipe intervient. L'équipe a la connaissance de tous les outils, même si ce n'est pas leur métier, pour en tout cas donner les bonnes instructions et les bonnes informations aux employés. Après, ils travaillent par équipe, les avocats. Ils travaillent rarement seuls dans leur coin. En tout cas, chez nous, on travaille par équipe. Il y a toujours un partenaire qui est responsable finalement du mandat et qui va relire ce qu'on livre finalement au client. Vous m'avez parlé aussi j'ai parlé de GenAI embarqué, on a parlé de la GenAI proposée par Microsoft, mais aussi dit que dans le domaine de la traduction, vous travaillez avec une start-up locale. C'est ça, avec Neuron, une start-up locale qu'on a découvert il y a un peu plus d'1 an et demi, et qui propose une solution hybride et qui est très intéressante, en tout cas qui répond qui répond à mon sens à un vrai besoin chez nous, la traduction de documents. Parce qu'avec l'avènement, déjà avant l'AI, entre guillemets, DeepL, on a pu traduire plus facilement ou faire traduire plus facilement des documents avec plus ou moins de qualité. Et il y a une vraie problématique à gérer parce que des fois, on a besoin d'une traduction
on a besoin qu'elles soient précises, hein, ça peut être assez important, les mots comptent. Finalement, Neuron, ils viennent avec une solution hybride où ils commencent qui est faite pour le domaine juridique. Qui est faite pour le domaine juridique, où ils commencent avec de l'AI et ils amènent une expertise humaine par-dessus. Et plus on avance, plus on peut décider finalement de quel niveau d'expertise humaine on a besoin dans le cas précis d'une traduction de document. Et il nous aide avec un outil aussi qui nous permet de deviser ça. C'est-à-dire que le problème, c'est de pouvoir aussi connaître le coût de ça, parce que tout le monde a l'impression que traduire, c'est gratuit. En vrai, traduire, c'est pas gratuit. Quelle que soit la plateforme qu'on utilise, il faut payer. On veut s'assurer de la confidentialité des documents qu'on traduit. Et puis, en fonction de la qualité de traduction dont on a besoin, c'est pas le même prix non plus. Donc voilà, c'est une piste qu'on explore avec une société prometteuse, à mon sens. Et voilà, on travaille de manière conjointe là, sur ce projet-là. Plus généralement, pour conclure, une dernière question. On a vu donc plusieurs projets où vous recourez de façon directe ou indirecte à ces technologies. Comment est-ce que vous êtes depuis de nombreuses années chez Lalive, comment est-ce que vous voyez le rôle de l'IT évoluer aussi à l'aune d'outils qui, je dirais, prennent en charge, qui ne sont plus seulement des outils, mais qui commencent à prendre en charge certaines composantes des métiers. Comment vous voyez votre rôle? Déjà, passionnément, parce qu'on est passionné avant tout. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on va améliorer finalement la vie des utilisateurs finaux, nos utilisateurs. Comment on va leur permettre de délivrer aussi de la qualité à nos clients. L'intégration de l'IA, elle va arriver dans plein de domaines différents. Ça peut être la revue des timesheets, par exemple, pour nos avocats. Actuellement, ils saisissent des timesheets. On n'est pas à l'abri d'une petite erreur typographique, ne serait-ce que de mise en forme, où des fois on utilise des acronymes juridiques qui sont peut-être pas très lisibles et dont on ne veut pas qu'ils apparaissent dans les timesheets, qui apparaissent sur les factures destinées aux clients. Donc ça, c'est une des applications de l'AI future dans nos systèmes, faire en sorte que voilà, on puisse donner de manière assez claire et concise des instructions. C'est peut-être un travail qu'avant faisaient les assistantes. Maintenant, les assistantes se concentreront sur d'autres tâches un petit peu différentes, avec plus de valeur ajoutée que ces tâches-là, finalement, qui étaient des tâches pas très intéressantes. Voilà, donc c'est un petit peu ça, c'est l'intégration, et plus on va avancer vers l'IA, plus on va arriver vers moins d'infra, je pense, et de plus en plus d'intégration. Faire en sorte que les systèmes discutent entre eux et nous sortent finalement dans notre périmètre à nous sortent des résultats encore plus qualitatifs. Merci Grégory. Merci beaucoup Rodolphe. C'était une interview CIO dans le cadre d'une série qui se déroule avec le soutien d'Alpicity et de Finova.